Oui, merci Hélène, merci Vincent, et merci pour l'invitation pour parler de ce sujet-là. Effet placebo, effet nocebo. J'ai eu un petit effet nocebo ce matin là, mais tout va bien. Maintenant, on va aller vers quelque chose de plutôt positif. Mais d'abord, on va repartir des définitions. Donc d'abord, j'ai pas de conflit d'intérêt sur ce sujet-là, et on peut se poser la question de placebo, Kezako. Je pense que c'est une notion que tout le monde connaît. Alors après, il faut la ramener à la pratique et comment on va pouvoir l'utiliser. Le placebo, ça vient du latin placere, c'est-à-dire plaire en fait, ça veut dire convenance, en gros. Et quand c'est apparu, cette notion-là, c'était plutôt quelque chose qui était en lien avec le fait qu'on dupe un peu le patient. Aujourd'hui, on sait que c'est un peu plus que ça, le placebo. L'effet placebo, c'est un changement dans la maladie d'un patient attribuable à la portée symbolique d'un traitement plutôt qu'à une propriété pharmacologique ou physiologique spécifique. Alors quand j'ai dit ça, j'ai dit des choses qui sont liées à une définition. En même temps, j'ai pas dit grand-chose en lien avec notre pratique quotidienne. Dans la pratique quotidienne, en fait, l'effet placebo, ça a été mesuré quand même sur qu'est-ce que ça pouvait avoir comme impact, et notamment sur le traitement de la douleur, parce que c'est le sujet principal qui nous intéresse, et ce placebo analgésique, on va dire. Que ça soit des premières études de Bischer, là, qui était un anesthésiste également, donc vous voyez, c'est pas tout jeune, en 55, à des études très récentes, puisque publiées cette année, là, notamment par une équipe de psychologues qui s'est intéressée également au côté placebo analgésique. Mais on a un effet de 25 à 40% de cet effet-là par rapport à l'efficacité totale du traitement, ce qui est quand même pas négligeable. Alors, il y a des gens qui sont beaucoup intéressés au mécanisme, comment ça fonctionne, cet effet placebo. Certains même viennent le contredire. Il y a des négationnistes dans le fait qu'il y a du placebo. Il y en a partout. Donc, et parmi ces équipes-là, il y a Bingle, il y a Benetti, il y a des noms comme ça qui sont connus. On sait très bien aujourd'hui qu'il y a des mécanismes à la fois physiologiques, neurobiologiques, mais également psychologiques qui vont agir sur le fait qu'on présente à des patients une drogue, et soit ils savent qu'il n'y a pas d'effet, et ça peut déjà avoir un effet, soit ils savent que ça n'a pas d'effet. Donc l'effet placebo, c'est vraiment ça, c'est quand on donne quelque chose où les patients pensent qu'il y a un effet pharmacologique. Donc, dans les mécanismes, moi qui vont m'intéresser particulièrement dans la gestion de la douleur au quotidien, eh bien, il y a ce phénomène-là important par un auteur important dans le domaine, Benedetti, qui dit que la suggestion verbale, c'est l'un des paramètres qui va influencer cet effet placebo. Et effectivement, si on reprend le chemin de Bingle, là, qui parle de placebo 2.0, on est dans l'époque numérique, eh bien, il ajoute quelques cases, et notamment celle des attentes des patients, ces expectations. Et quand on regarde un petit peu, on voit que l'effet placebo, il peut, on va dire, se moduler en fonction des attentes des patients. Donc, elles peuvent être positives, et vous voyez qu'il n'y a pas de drogue, on ajoute quelque chose, et on ajoute encore autre chose, et ça va uniquement être en lien avec les attentes du patient et ce qu'on va lui donner aussi par rapport à ses attentes. C'est un effet positif, mais malheureusement, ça peut également avoir un effet négatif. Et ça, c'est dommage parce que en anesthésie, ça arrive assez souvent. Malheureusement, on peut faire des suggestions qui ne vont pas avoir un effet positif, placebo. Et donc, dans ces cas-là, dans notre domaine, c'est dommage parce qu'on peut être délétère. Et donc là, on va parler plutôt d'effet nocebo. Donc, c'est une notion qui n'était pas du tout abordée, on va dire, avant une quinzaine, vingtaine d'années. Et là, depuis, on s'aperçoit que vraiment, il y a un travail à faire là-dessus sur le fait qu'on peut faire des choses qui vont être délétères pour nos patients. Et quand on regarde un peu de plus près, on peut repartir du latin, nocere, c'est nuire. Et moi, en médecine, on m'a dit primum non nocere. Malheureusement, on s'aperçoit qu'on fait des choses qui nuisent à nos patients. Et pourquoi? C'est parce que l'effet nocebo résulte d'une intervention non pharmacologique, désagréable, indésirable, qui rend l'expérience plus négative que ce que le patient pouvait attendre s'il l'avait vécu autrement. L'une des meilleures illustrations que je connaisse, c'est cette expérimentation-là qui a été faite par l'étude de Bingle, qui utilise un médicament qui nous parle, nous, dans le domaine de l'anesthésie-réanimation, puisqu'il s'agit du rémifentanil.
Le rémifentanil, normalement, vous le savez tous, c'est un médicament assez puissant. Et lorsque vous prenez des sujets sains, comme vous, j'espère, eh bien, on peut faire un stimulus douloureux et demander à ces sujets sains à quel niveau de douleur ils sont, avec et sans médicament. Et ça, on peut le faire de manière neutre, en leur disant, voilà, on va mettre un médicament antalgique. Et on mesure pour voir ce que ça donne. Première attitude, neutre. Et là, en quelque sorte, on cherche à mesurer l'effet du médicament, l'effet pharmacologique propre. Il s'avère que sur le gris, là, c'est l'échelle de douleur ressentie par ce stimulus douloureux. Et en noir, c'est le niveau de douleur ressenti une fois qu'on a mis le rémifentanil. Pas d'attente particulière, on a un effet du médicament, on est rassuré. Deuxième manière de faire, là plutôt présenter les choses de manière très positive, donc avec une attente de la part du sujet positive. Et on s'aperçoit, et là c'est très important, c'est que l'effet du rémifentanil est potentialisé. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on ajoute une couche à cet effet placebo, c'est qu'on va pouvoir avoir un effet positif. Ce qui est encore plus intéressant dans cette étude-là, c'est qu'ils ont couplé ça avec de l'imagerie IRM cérébrale pour voir ce qui se passait dans le cerveau. Et effectivement, il y a les matrices de la modulation de la douleur qui vont s'activer. Dernière manière de faire, et celle-là on va arriver à l'effet nocebo, c'est que cette fois on va aller voir le patient ou le sujet là, de l'expérimentation, on va lui dire on va mettre un médicament mais pas sûr que ça fonctionne. En plus, je me suis levé du mauvais poil, là, le train était en retard et vraiment il y a peu de chances que ça fonctionne. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien le patient, il a des attentes négatives et on va créer chez lui une douleur ressentie qui, attention, tenez-vous bien pour ceux qui ne connaissent pas l'étude, annule l'effet d'un médicament comme le rémifentanil. Et c'est là où je trouve ça très intéressant. C'est qu'on peut avoir un effet placebo positif, mais malheureusement, on peut aussi avoir un effet nocebo. Et cet effet nocebo, pour moi, j'ai envie de le proscrire, pas de le prescrire, ce serait dommage quand même, mais de le proscrire de ma pratique. Je remercie Hervé pour les illustrations, qui a fait des beaux sourires ou pas. Et donc, est-ce qu'on peut avoir une communication nocebo? Puisque vous avez vu tout à l'heure dans la définition de l'effet placebo, il y avait cette suggestion par les mots. Eh bien, il s'avère que c'est connu depuis longtemps, ça. Cette étude, elle est un peu princeps. On fait une anesthésie locale à des parturientes qui vont avoir soit une césarienne, soit une péridurale. On fait l'anesthésie locale de deux manières. Soit en disant qu'on fait l'anesthésie locale, soit en leur disant « ça pique, ça chauffe », en utilisant des mots négatifs. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la douleur ressentie est plus importante dans le groupe où on a dit que ça piquait, ça chauffait. Et là, on est en train d'illustrer cette fois en pratique, pas avec des sujets sains, mais avec des vraies patientes, qu'on peut avoir un effet nocebo selon la manière dont on va apporter notre thérapeutique. C'est quand même dommage d'annuler un effet comme le rémifentanil ou comme notre anesthésie locale parce qu'on va mal communiquer. Donc oui, les mots peuvent faire mal. C'est connu depuis longtemps et les équipes travaillent depuis 20 ans dessus. Et malheureusement, en pratique, eh bien, on n'a pas toujours l'application. Là, je vous présente une étude récente d'une équipe de psychologues qui se sont dit « Ok, on va avoir différentes attentes avec toujours des sujets sains, stimulus standardisés, et on va les faire, on va dire, être influencés de différentes manières. » Soit c'est un groupe contrôle, en gros on leur fait le stimulus douloureux, point, et on mesure la douleur, donc ça c'est le groupe contrôle qui est tout à droite pour vous. Soit tout à gauche, et là vous voyez que la douleur ressentie est beaucoup plus importante et de manière significative, eh bien on va les mettre face à des gens qui ont vraiment mal par rapport au stimulus qu'on leur a donné, ou en tout cas qui peuvent faire croire qu'ils ont eu mal. Donc là il y a une attente de douleur qui va être importante. Et comme vous le voyez, eh bien, la douleur ressentie est plus importante. Autre manière de suggérer la douleur, c'est juste en leur disant que ça va faire mal. Donc là, c'est la suggestion verbale du deuxième groupe en partant de la gauche. Vous voyez que ça augmente un petit peu la douleur. Et enfin, on leur fait regarder une vidéo. Cette fois, ce n'est pas dans le réel, mais on leur fait regarder une vidéo de personnes qui vont avoir mal avec le même stimulus qu'ils vont avoir. Eh bien, la douleur attendue est de nouveau augmentée. On a toujours un effet négatif, nocebo, de cette attente négative, mais elle est plus importante selon comment on agit.
Il s'avère que nous, en pratique, on est plutôt dans la colonne du verbal modeling. Pourquoi on s'y intéresse aujourd'hui en anesthésie-réanimation? C'est tout simplement parce qu'on a suffisamment de données scientifiques, que ce soit côté physiologique, que ce soit au niveau neurosciences, pour dire que notre attitude, nos gestes, nos mots vont avoir un impact nocebo dans notre pratique d'anesthésiste-réanimateur. Ça, c'est une équipe belge qui a fait une revue de littérature qui résume un peu tout ce qui est connu à ce jour. Et il y a surtout cette étude-là, moi, que j'aime beaucoup. Comme vous le voyez, c'est l'implication de l'effet nocebo dans le soin anesthésique, qui a été menée notamment par l'équipe de Sina, qui est une équipe, le professeur Sina, qui est australien et qui travaille depuis très longtemps sur ces thématiques-là, et qui, notamment, a revu l'ensemble du processus. L'ensemble de ce processus des attentes négatives, eh bien, c'est lié évidemment à notre communication. Ça, c'est un fait établi. C'est également établi que, en fonction de votre inné, mais aussi de votre vécu, vous allez réagir différemment. Donc, par rapport aux expériences, par rapport à votre émotion, l'anxiété anticipatoire que vous allez pouvoir avoir, mais aussi l'environnement. Est-ce qu'il est serein ou pas serein? Et ça va entraîner, eh bien, tout ce côté qui peut être négatif, notamment dans notre métier, eh bien, des mécanismes neurobiologiques, psychologiques et physiologiques qui vont entraîner des effets cliniques nocebo et qui sont bien connus pour nous, puisqu'on peut voir qu'il y a des perceptions augmentées des sensations, donc évidemment la douleur, les nausées, vomissements, le prurite. Quand vous dites à quelqu'un que vous injectez un médicament et que ça va le gratter, il est probable que ça le gratte plus. Donc la communication, oui, elle peut être nocebo. J'ai enlevé le point d'interrogation parce qu'aujourd'hui, c'est clair, c'est démontré scientifiquement. Donc dans notre pratique clinique, il est temps qu'on stoppe cette communication nocebo. Parce que ça soit par les mots, la manière de les dire ou tout le reste finalement, eh bien, notamment nos gestes, on peut amener une communication thérapeutique. Et c'est vers là que je veux aller, c'est-à-dire qu'on a vu le placebo, on a vu le nocebo, mais à partir de quel moment finalement on va être thérapeutique? L'effet thérapeutique, c'est quoi? C'est plus que l'effet placebo. Les mots sont les médicaments les plus puissants de l'être humain. C'est pas moi qui le dis, c'est Kipling. Kipling, il a écrit Le Livre de la jungle, mais pas que. C'était un fils de médecin en Inde et il s'est beaucoup intéressé aux relations humaines et notamment dans le soin. Je reviens à cette revue-là parce qu'elle nous apprend pas mal de choses. Et notamment, elle est très pratique puisqu'elle reprend des termes qu'on utilise tous les jours, alors en anglais, mais quand même, quand vous injectez du propofol, que ça se passe en Belgique, en France ou en Australie, il s'avère que c'est la même chose, c'est que ça peut brûler. Si vous n'utilisez pas de lidocaïne ou un gant magique, c'est de l'hypnose, c'est le petit pendant, il s'avère que c'est aussi efficace que la lidocaïne pour diminuer les sensations douloureuses d'une injection de propofol. Quand je parle de suggestion et d'hypnose, finalement, on arrive dans des effets thérapeutiques également. Donc, il y a cette partie communication nocebo, qui est un peu résumée. Il n'y a pas que ça, évidemment. C'est aussi à nous de travailler sur ce qu'on fait comme travail et comment on peut le corriger. Comment on peut passer d'une communication nocebo à une communication thérapeutique. En pratique, il y a des études aussi qui ont regardé comment ça se passait quand on passait d'une communication à l'autre. Celle-ci, elle est assez simple. On prend 3 groupes, on pose une perfusion et 3 manières de faire. Colonne rouge, c'est la partie nocebo. On dit au patient qu'on va mettre un garrot, que ça sert, qu'on va nettoyer la peau, c'est froid, et 1, 2, 3, je pique. Ça, c'est super parce qu'on va avoir un effet nocebo qui est bien programmé. Et donc, comme vous le voyez, les patients ont plus mal de manière significative que par rapport au groupe hypnose qui, eux, bénéficiaient d'une technique hypnotique avec leur ensemble et notamment la suggestion de confort ou plutôt d'une perfusion qui se passe bien. Ce qui était peut-être un peu plus surprenant, c'est que lorsqu'on utilise des termes à connotation, on va dire neutre, donc c'est dans le groupe neutre en bleu, eh bien, il n'y a pas de différence significative entre le groupe nocebo et neutre, alors qu'il y a une différence significative de douleur ressentie dans le groupe neutre par rapport au groupe hypnose. Ce qui, moi, et je prêche pour ma paroisse, me fait tendre, on va dire, vers le fait qu'il faut former les gens à ce type de technique pour aller vers le thérapeutique, parce que le neutre ne suffit pas.
Donc, comme je vous le disais, il n'y a pas de différence entre le neutre et le nocebo. Démonstration en pratique, comment ça peut se passer? Madame Madame de Witt. De Witt, je vais vous perfuser. Alors non, ce sera plutôt ce bras-là, ce sera moins dur pour moi. Alors, je vais mettre un garrot. Ça sert. Ça va pas durer longtemps. Je nettoie la peau. C'est froid. Ok. Alors, je vais piquer, ça va pas durer longtemps. 1, 2, 3, je pique. Aïe! Voilà. Ok. Allez, n'ayez plus peur, ça va plus faire mal maintenant. Rendez-vous utile, mettez votre main là. Voilà, parfait. Dans les deux sens. Ça va pas bien fort. Une très belle transe spontanée d'alerte. Lorsque les gens sont en transe, et en plus dans un état émotionnel pas très favorable, ils ont tendance à y rester, bloqués dans cet état-là. Alors nous, en tant que soignants, ce qu'on peut faire pour les aider, eh bien, c'est aller les chercher là où ils sont, leur prendre la main et les amener vers ce qu'on appelle l'ascenseur émotionnel. Mais pour faire ça, ils ont besoin d'être un petit peu en conscience critique. Alors, pour les aider, on leur propose de faire simplement un VACO, une séquence sensorielle. Comment? Du visuel, de l'auditif, du kinesthésique et pourquoi pas un peu d'olfactif. Bonjour Madame De Witt. Bonjour. Ça va? Je m'appelle Louis, je suis votre infirmier pour aujourd'hui. Je viens vous poser la perfusion pour débuter. Vous avez de la chance, on vous a installé dans une pièce sympathique, avec des jolies couleurs. Hop. Voilà. En plus, c'est silencieux, vous avez vu, c'est un peu éloigné du reste de l'hôpital. C'est agréable. Des appareils là qui sont là pour votre surveillance, votre sécurité. Vous êtes bien installé? Oui. Ok. La température vous convient? Très bien. Lequel des deux bras est le plus courageux pour vous pour poser la perfusion? Le gauche. Le gauche? Le gauche vous convient? Très bien. Vous êtes venu comment là? En voiture. D'accord, vous étiez accompagné? Mon mari. Votre mari, vous étiez bien accompagné. Super. Je me permets, je vais reposer votre bras. Et d'où venez-vous? De Saint-Urial. De Saint-Urial. C'est joli la campagne là-bas? Ouais. Qu'est-ce que vous aimez bien faire là à Saint-Urial? Me promener, faire du vélo. Faites du vélo? Ouais. D'accord. Sympa ça. Il y a des jolis chemins à Saint-Urial. Ouais. Et votre vélo va toujours à la piscine? Pardon? Non, je demandais si votre vélo allait toujours à la piscine. C'était le temps de la perfusion en fait. C'est une petite distraction pour que ça soit plus confortable. Tout va bien? Oui. Est-ce que vous voulez m'aider un petit peu? Vous voulez bien mettre votre main ici? Vous maintenez Ouais. ici? Parfait. Pendant tiens ce temps-là, je vais... Exactement. Et puis pendant ce temps-là, moi, je vais sécuriser tout ça. Ok. Et puis après, bien, je vais aller voir mes collègues pour voir tout votre dossier. Et puis, je vais revenir très vite, dès que possible, pour s'occuper de vous. D'accord? D'accord. On se revoit tout à l'heure? Oui. Je reviens dès que possible. Merci. Ce film est extrait d'un film qui s'appelle Une salle, deux ambiances, qui est à visée pédagogique, qui a été fait par des professionnels, dont le réalisateur Bruno Trac, qui a fait un autre film sur le monde de l'anesthésie et de l'hypnose côté belge, que je vous conseille, qui est sur Netflix. Et les acteurs sont amateurs, par contre. Voilà. Mais l'idée, c'était vraiment d'avoir quelque chose de pédagogique pour aller vers cet effet thérapeutique. Comme je vous le disais au début, c'est non seulement par les mots, mais c'est également par l'attitude et les gestes. Et des choses toutes simples qu'on peut mettre en pratique et qui sont démontrées depuis longtemps aussi, qu'on peut faire, c'est prendre un siège et s'asseoir à côté du patient. Pourquoi? Eh bien, parce que ça a un effet quand même non négligeable, thérapeutique, qui est que ça nous rend plus polis, ça rend notre soin plus important vis-à-vis du patient, et il se sent plus écouté, il se sent mieux informé, et le temps qu'on a passé à côté de lui, eh bien, il le surestime. Tout ça en s'asseyant. C'est quand même pas mal. Juste en s'asseyant.
Et voilà, si on regroupe les choses, il s'avère que le fait de prendre une position adaptée, notamment équilibrée, en s'asseyant à côté du patient, ça améliore la communication avec le patient. Et ce qui est bien dans ces effets-là, c'est que ça peut même marcher sous anesthésie générale. C'est-à-dire qu'on peut utiliser des suggestions qui peuvent avoir un impact lorsque les patients dorment. Je ne vous en dirai pas beaucoup plus là-dessus, c'est juste pour vous dire que dans ce qu'on fait, et notamment dans la partie non technique de notre métier, mais peut-être qu'elle est plus technique qu'on ne le croit, et notamment dans les mots, la manière de les dire et tout le reste, eh bien, il y a un impact qui est clairement non négligeable. Aujourd'hui, on le sait, et pourtant, ça ne fait pas encore partie suffisamment de nos formations initiales ou continues. Là, c'est juste pour vous montrer que, en fait, lorsqu'on utilise un enregistrement basique des patients sous anesthésie générale avec un même protocole anesthésique classique, eh bien, lorsqu'on compare la douleur ressentie en post-opératoire des patients qui ont eu ce casque de suggestion, eh bien, ils ressentent une douleur moins importante en post-opératoire que ceux qui n'ont pas eu les suggestions. Et ça, c'est valable pendant 24 heures. Est-ce que ça a un impact thérapeutique majeur clinique? Non, parce qu'on voit que le niveau entre les deux n'est pas majeur. Mais c'est juste pour vous dire que statistiquement, on a quand même des différences significatives. Et rien que ça peut aider à argumenter sur le fait qu'aujourd'hui, il est nécessaire qu'on se forme à éviter de faire du mal pour aller vers quelque chose qui va faire du bien. Donc, si je dois résumer quelques points clés, c'est d'abord arrêter dans nos mots, dans nos attitudes, dans nos gestes, d'être délétères. Donc, arrêter l'effet nocebo, finalement. Pour faire bonifier notre effet placebo, en utilisant une communication qui est adaptée et en utilisant finalement tous les outils de la communication thérapeutique pour aider nos patients à aller encore mieux que ce qu'ils pourraient, c'est-à-dire avoir des attentes positives avec nous, ce qu'on renvoie de positif. Tant que la communication ne sera pas reconnue comme une compétence clinique essentielle, d'importance égale à l'anamnèse, l'examen, l'investigation, des échecs de prise en charge continueront inévitablement en anesthésie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Sina dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui est très impliqué dans le domaine de l'anesthésie et de la communication et de leur impact. Donc, tout à l'heure, on parlait d'IRM cérébral, de technique, d'individualisation de la prise en charge de la douleur. Et je crois que cette individualisation, elle passe aussi par le fait d'être à côté du patient et d'être capable de capter ce dont il n'a pas besoin. Donc, comme je vous le disais, moi, au début en médecine, on m'a dit primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Donc, en tant que thérapeute, je vais faire une éviction totale de ces choses négatives. Et ensuite, deuxième étape, je vais m'adapter au patient pour aller là où il est, pour lui apporter les attentes positives dont il a besoin, lui. Parce que les attentes positives d'Hélène ne sont pas forcément les mêmes que celles de Vincent, que celles de Nicolas. Donc là aussi, c'est une part d'individualisation de notre soin en se formant, se former à la communication, communiquer finalement mieux de manière thérapeutique, et grâce à des suggestions qui vont permettre finalement d'avoir cet effet thérapeutique par les attentes positives du patient avec les mêmes techniques et les mêmes médicaments qu'on utilise au quotidien. Et ça, pour moi, tant qu'on ne fait pas ça, notre prise en charge anesthésique, elle n'est pas suffisamment individualisée parce qu'on ne part pas suffisamment de ce dont le patient a besoin, en sachant que chaque patient va avoir un besoin de communication qui va probablement être différent entre celui du matin, celui du soir, mais aussi entre les deux patients que vous verrez. Je vous remercie de votre attention et je crois que j'ai respecté les délais, contrairement à